Je vais présenter maintenant Laure Durand et Sophie Langto. Je vais présenter en particulier, donc c'est Laure, j'étais la notice biographique. Donc, elle a la gestion des différents services offerts aux entreprises touristiques et culturelles, notamment la certification et le service conseil. De plus, elle collabore au développement du tourisme et de la culture accessible aux personnes à capacité physique restreinte. Elle est aussi de l'équipe qui roule depuis plus de 3 ans. Elle est diplômée d'un master en tourisme de l'Université Toulouse II Le Mirail à Toulouse et a effectué un échange avec l'UQAM lors de sa dernière année d'études. Donc, tu es restée? Je suis restée. Bon, alors voilà. Alors, elle sera assistée de Sophie Langto, qui est de la Société Logique, qui est une firme de consultation. La notice biographique n'était pas complète. Moi, je suis Sophie Langto, directrice générale de Société Logique, un organisme à but non lucratif qui a comme mission de promouvoir l'accessibilité universelle en architecture et en aménagement urbain. Depuis 30 ans, on développe ce concept-là, on le met en œuvre et on soutient son application. Notre équipe est constituée principalement d'architectes. Moi, j'ai une formation en urbanisme. Parfait, donc on vous écoute. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez. Ça va faire le lien un petit peu avec ce que Madame Katrina vient de dire. Ça nous présente bien, j'ai envie de dire. Nous, notre sujet qu'on va aborder, c'est comment le Québec touristique se compare justement à la norme ISO 21542. Donc, ah oui, j'ai le petit piton. Pourquoi cette étude? L'étude est une démarche en fait qui a été initiée par Kéroul et qu'on a réalisé en collaboration, justement, qui a été réalisée en fait par Société Logique. On a fait appel à la firme Société Logique pour faire cette étude et qui a été financée par l'Office des personnes handicapées du Québec. Donc, pourquoi Kéroul a voulu faire cette étude? C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait justement un manque d'uniformité en matière d'accessibilité. Une chambre, par exemple, à Montréal, accessible, n'est pas la même chose qu'une chambre accessible à Séoul ou à Paris ou dans un autre pays. Donc, on est parti de ce constat-là. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait une grande disparité d'approche et d'exigence entre les États, qu'il y avait des ressemblances, mais qu'il y avait aussi des différences, et de savoir un petit peu quelles étaient les bonnes pratiques, puis est-ce que la norme ISO, est-ce que c'est le modèle à suivre? On voulait savoir aussi un petit peu comment le Québec se positionne, le positionnement du Québec. On sait que nous, on a un code de construction qui est obligatoire, mais qui est aussi un minimum requis en termes d'accessibilité. Et on voulait voir où on était par rapport à la norme ISO et aussi donc d'autres normes. L'objectif, c'était de comparer en matière, donc on est resté dans le domaine touristique, en matière de tourisme, la norme ISO par rapport à d'autres normes. Donc les normes qu'on a pris, je vais vous les expliquer dans la méthodologie. On a choisi 6 documents qui ont été retenus, à savoir, donc vous avez la liste citée dans mon PowerPoint, puis Sophie en parlera un peu plus en détail tantôt. La grande différence, c'était un petit peu entre les normes qui sont obligatoires, puis comme la norme ISO qui est plus des recommandations. Comment on s'est basé? On a pris la table des matières d'ISO comme structure de comparaison parce que chaque document était structuré de manière très différente. Donc, on a pris la norme ISO de base. L'information a été compilée dans un tableau détaillé que vous pouvez trouver sur le lien qui est dans le PowerPoint que vous avez en face de vous. On a ensuite analysé par thème et en identification de bonnes pratiques. On s'est rendu compte qu'il y avait cependant des limites méthodologiques avec notamment la complexité, la disparité des documents parce que les 6 documents étaient faits de manière très distincte et ça a été très dur de rassembler justement toute l'information qu'il y avait dans les 6 documents pour pouvoir arriver à les analyser de manière identique et de ne pas en oublier justement des morceaux.
Donc, c'est à mon tour. Je vais vous présenter rapidement les documents les 6 documents qu'on a étudiés. Le premier, c'est la norme ISO. La norme ISO, c'est des recommandations. C'est pas des exigences. Ça a une portée mondiale et c'est destiné à un très large public. C'est pas nécessairement destiné uniquement à des concepteurs. La norme ISO, ce qu'on a constaté, c'était que c'était basé sur un réel principe d'accessibilité universelle. Donc, c'est pas nécessairement basé sur les besoins des personnes qui ont différents types de handicap, mais c'est présenté vraiment comme une approche pour améliorer les aspects fonctionnels et le confort des installations de façon générale, en partant des besoins des personnes qui ont différents handicaps, mais au bénéfice de tous les citoyens. Ça, c'était vraiment une force qu'on a constatée de la norme ISO. Elle ne se substitue pas au règlement des pays. Donc, c'est des recommandations qui vont au-delà des exigences des différents pays. Elle traite autant l'environnement bâti, neuf ou ancien, mais elle ne couvre pas nécessairement beaucoup les aménagements intérieurs. La norme ISO, c'est un document, ce qui est une force comparativement à d'autres documents qu'on a regardés. Donc, c'est un document. Malheureusement, c'est payant, il faut l'acheter. Il est en anglais et il est en français. Le deuxième document qu'on a étudié, c'est la norme CSA B651-12. 12, c'est pour édition 2012. C'est une norme canadienne. Comme ISO, c'est des recommandations. Ce ne sont pas des exigences. Ça a une portée au Canada. Ça peut être consulté par d'autres aussi, là, mais ça a une portée au Canada. C'est une approche beaucoup plus de droits de l'homme, contrairement à la norme ISO, qui a une approche qui est plus accessibilité universelle. Quand je dis une approche de droits de l'homme, c'est qu'on parle à ce moment-là plus des besoins des personnes qui ont différents types de handicap et on apporte quand même des solutions pour pas être dans une situation de discrimination. La norme CSA a un large domaine d'application, donc elle couvre énormément de choses. Elle est très exhaustive et très claire comme présentation d'informations avec beaucoup de dessins, beaucoup d'illustrations. C'est aussi dans un document, malheureusement payant celui-là aussi, en anglais et en français. Les autres documents qu'on a étudiés sont plus du type exigence réglementaire. On a étudié l'ADA, les Standards for Accessible Design, les 2010. L'ADA, c'est un peu particulier parce que c'est une loi qui a amené des normes qui sont devenues des exigences. Donc, moi, je le considère comme des exigences. Ça a une portée américaine. C'est vraiment basé sur le principe antidiscrimination. Et on a dans l'ADA des aménagements qui sont très spécifiques personnes handicapées. On couvre les lieux neufs, les bâtiments existants. Il y a, par contre, beaucoup d'exceptions ou de modulations dans les bâtiments existants. C'est un texte de loi, plusieurs standards, c'est gratuit et c'est en anglais. On a étudié le Code de construction et de l'habitat français. Bon, c'est des exigences, là aussi, avec une date butoir, ce qu'on n'avait pas dans les autres. C'est une portée française. Il y a un principe d'accessibilité universelle qui est d'abordé, mais qui n'est pas aussi loin que dans la norme ISO. C'est un domaine d'application qui est assez large. Aussi couvre les bâtiments neufs, les bâtiments existants, mais on constate que c'est en évolution constante. Il y a des arrêtés, ça fonctionne avec des arrêtés, et chaque arrêté vient moduler l'application. Donc, on a un grand nombre de documents qui constituent le Code de construction puis l'habitat français. Nous, on a eu un peu de difficulté à s'y retrouver à un moment donné. C'est gratuit. Code du bâtiment de l'Ontario et normes d'accessibilité intégrée, ça s'applique, c'est des exigences qui s'appliquent à une province du Canada avec une date butoir. Donc, portée ontarienne, c'est un sujet très actuel parce que c'est nouveau en Ontario. C'est une approche à ce moment-là qui est très globale. On parle de formation, d'accueil, de plan d'action, de bâtiment. C'est ce qu'on a trouvé de plus global. On a un principe d'accessibilité universelle, mais il est peu mis en évidence. On parle aussi beaucoup de personnes handicapées. C'est constitué de plusieurs documents gratuits, certains, la plupart en anglais, certains en français. Et le dernier, notre Code de construction au Québec. Ça, c'est vraiment des exigences reliées à la construction. Donc, on n'est plus dans un document qui traite d'accessibilité, on a des exigences d'accessibilité dans un document général de construction. Ça a une portée québécoise. Pour certains bâtiments, c'est des exigences minimum. Et comme principe, c'est éviter qu'une personne soit gênée de manière inacceptable dans l'accès et l'utilisation du bâtiment. Donc, document payant,
avec un guide d'utilisation en français seulement. Quand on a voulu comparer tous ces documents-là, on s'est rendu compte qu'on comparait des pommes et des bananes. C'est pas la même chose, ça n'a pas la même portée, c'est très diversifié. On est parti de la table des matières de la norme ISO et on a fait un document comparé. Donc, comme on compare des pommes et des bananes, il a fallu qu'on essaye de comprendre la portée de ces documents-là. Donc, on a traduit dans nos propres mots les exigences qu'on y voyait. C'est très complexe. Les puristes de chacun, ceux qui connaissent très bien chacun de ces documents-là, vont peut-être dire qu'on a fait des erreurs. J'en suis certaine. Prenez-le de façon générale, parce que même avec le Code de construction du Québec, qu'on maîtrise beaucoup ici, on a des fois de la misère à s'y retrouver. Ça fait qu'imaginez avec les autres. On a un tableau. C'est l'exemple du tableau qu'il y a sur le site Internet de Kéroul. Il y a 88 pages. Je pense que le tableau il est extrêmement détaillé. On a identifié des bonnes pratiques à partir de ça. Là, je vais accélérer parce que j'ai plus de temps. Des pratiques générales, donc approche d'accessibilité universelle et inclusive, c'est ISO qui l'a. Très large domaine d'application, c'est la norme CSA du Canada. Des obligations pour les bâtiments qui ne subissent pas de travaux de rénovation avec une date butoir. C'est une bonne pratique en Ontario et au niveau du Code français. Le style rédactionnel, les dessins, la CSA est une bonne pratique. L'exhaustivité du document, ISO, CSA sont des bonnes pratiques, notamment au niveau des données anthropométriques qui sont très complètes dans ISO et CSA. Avoir un guide d'utilisation comme le Code de construction du Québec, c'est intéressant, ça permet de vulgariser des choses et une très bonne pratique, c'est la gratuité pour que tout le monde puisse s'inspirer de ces documents-là. Au niveau des thèmes traités, on a trouvé que dans la CSA, il y avait des choses très intéressantes qu'on ne trouvait pas dans les autres documents concernant les structures d'accueil, les aires extérieures, les installations temporaires et l'habitat. Dans l'ADA, on a trouvé qu'il y avait beaucoup d'éléments concernant les aménagements qui permettent à l'usager de pratiquer des activités qui se déroulent dans un lieu. Comment on accède au bassin de la piscine? Ça, on a ça dans l'ADA. On n'a pas ça nécessairement dans d'autres documents. Dans le Code français, on traite les logements à occupation temporaire ou saisonnière, ce qu'on ne traite pas ailleurs. Les espaces extérieurs, les piscines et les spas sont bien traités dans le Code ontarien et toutes les questions de sécurité, alarme, aide de refuge, etc. sont bien traitées dans l'ISO. Les spécifications techniques, maintenant, il y en a des particulièrement intéressantes. Dans ISO, on recommande un ascenseur pour tout bâtiment de 2 étages ou plus. Il y en a qui vont trouver que c'est une excellente idée. Et dans le Code de construction du Québec, CSA et ADA, on a des dimensions minimales de l'ascenseur qui sont intéressantes. On a des choses intéressantes au niveau des places de stationnement et il y a dans l'ISO et l'ADA, concernant les rampes d'accès, des maximums de hauteur qui sont indiqués et une pente qui varie en fonction de la longueur de la rampe, ce qu'on ne retrouve pas nécessairement dans d'autres documents. En matière d'hébergement touristique, c'est le Code français qui couvre la plus grande variété d'hébergements. Au Québec, on a une bonne chose, et en Ontario, c'est 10 % des chambres accessibles, ce qu'on ne retrouve pas ailleurs. Dans la CSA et l'ADA, on traite de toutes les composantes de la chambre. ISO recommande une douche sans seuil dans une chambre quand il y en a seulement qu'une. Et ISO et, là, je ne vois plus sur mon moniteur, le Code français, merci, précise les caractéristiques du lit, parce que quand on loue une chambre d'hôtel, il faut être capable d'aller dans le lit aussi, chose qu'on n'a pas tout le temps. Il y a des termes qui, de façon générale, sont peu ou pas bien traités dans les documents. L'orientation, la signalisation, éclairage et contraste visuel, puis tout ce qui est terrasse, véranda, balcon, aménagement extérieur, ça laisse à désirer. Là, on a fait un exercice dangereux. On s'est dit, on va essayer de les apprécier, de les comparer. Les gens ne font pas souvent ça. On s'est dit, on va essayer de les comparer. Fait qu'on a, pour chacun des 32 thèmes, on a identifié si ce thème-là était très insuffisant ou beaucoup moins complet que la moyenne des documents qu'on a utilisés. Puis là, je vous découle, insuffisant ou moins complet, adéquat ou dans la norme, complet ou plus complet que la moyenne, ou très complet, puis beaucoup plus complet que la moyenne. On a calculé pour chaque document qu'est-ce qui était égal, plus ou plus. Ça nous donne le classement de nos normes. Là, dans ma prochaine acétate, vous allez voir, il y a une petite faute de frappe, là, mais
Ce qui nous a pas surpris, c'est qu'ISO et CSA, qui sont des recommandations, sont largement au-dessus des autres, avec 29 et 28 sur 32. Donc, c'est des choses qui sont très complètes. Ensuite, dans ce qui est exigence, on a le Code français qui se qualifie très bien. L'ADA arrive en deuxième. Le Code ontarien arrive avec 17 en avant-dernière place, et malheureusement, le Code de construction du Québec, qui sont des exigences minimum, arrive le dernier avec 12 caractéristiques. Ça ne nous surprend pas nécessairement, hein? Puis ça, je vous dis, c'est une appréciation qu'on a faite, là. Donc, c'est une synthèse, la synthèse. Quand vous allez le regarder en détail, parce que ça, c'est disponible dans le rapport qui va être disponible sur Internet, offusquez-vous pas s'il y a certains éléments qu'on a dit qui n'étaient pas bons. Enfin, on a essayé de condenser ça. Notre conclusion, c'est pas surprenant, hein? Les normes, c'est plus complexe des règlements, plus complexe des exigences. ISO, pour nous, c'est la référence, notamment à cause de son approche d'accessibilité universelle, et je suis bien contente qu'on arrive à la même conclusion, je t'inquiète. Dans les documents qu'on a constatés, il y a plusieurs bonnes pratiques qui sont inspirantes, puis le Code de construction du Québec, on est en dernière place. Nos recommandations. Comme ISO, pour nous, c'est la référence. On recommande que ISO soit connu, diffusé largement. Et pour ça, pour nous, ça veut dire gratuitement. Parce que quand on doit payer près de 300 $ pour un document, bien, tous ceux qui pourraient s'en inspirer ne se le procureront pas. Donc, on vient de limiter, je sais que c'est une expertise complexe et coûteuse à développer, là, mais on vient de limiter l'utilisation de ce document-là, très intéressant. ISO aurait avantage à être bonifié aussi sur certains éléments, notamment l'habitat, et chaque juridiction aurait avantage à bonifier ses exigences réglementaires à partir des bonnes pratiques des autres. Bon, ben, merci bien, Laure et Sophie. Hi, my name is Brittany Perez, and I work at the Center for Inclusive Design and Environmental Access in Buffalo, New York, at the University at Buffalo under Dr. Ed Steinfeld. We do a lot of universal design and accessibility research, and your talks were fascinating. Thank you so much. We are in the process of working on universal design standards and just had a state of the science on universal design in the United States. And what we found so far, well, we found that the need for universal design guidelines and standards is necessary because the Americans with Disabilities Act is a minimum set of requirements and law, and based on our anthropometric research that we've done in our center, many of those minimum requirements are no longer adequate for the population and makes the environment not usable for the majority of people. So we know that there's a need for universal design, and we hear the same exact sentiment that often law or requirements is not the way to go, that a set of guidelines is better. What we're battling with is getting people to buy in. And I don't mean financially. These would be provided free. But how have you addressed getting people to buy into using guidelines that are not requirements, that are not laws? Can you speak a little bit on your experience with that? Who feels comfortable to give an answer? I can put my headphones on. OK. Je peux essayer de répondre. Je vais répondre en français, par exemple. Ouais. Je vais attendre qu'elle mette sa traduction. Je dirais que c'est très difficile. C'est très difficile d'amener les gens à faire plus que les exigences de base. Ça prend des leaders qui sont sensibilisés, puis qui ont une volonté, puis qui comprennent que ça va servir à tous leurs citoyens. Et ça, c'est pas dans toutes les communautés qu'on a ces leaders-là. Et donc, c'est ça qui est la clé. Puis ensuite, la difficulté, c'est que ce qu'on a comme idée, ben ça puisse se concrétiser par
des résultats parce qu'il y a beaucoup d'étapes dans un projet. Puis souvent, ben au cours de ces étapes-là, il y a des choix. Puis les choix d'accessibilité ou de Universal Design qu'on a fait au départ, ben on les met de côté à cause des autres contraintes. Donc, assez rarement, on a des réalisations qui correspondent vraiment à ce qu'on voulait avoir puis ce que nos leaders inspirés voulaient avoir. Donc, c'est extrêmement difficile. Avoir des guidelines, avoir des standards qui vont permettre à ceux qui peuvent aller plus loin ou qui sont prêts à s'engager à aller plus loin, c'est une bonne chose, mais augmenter le minimum parce que qu'on essaie de sensibiliser, il va toujours avoir beaucoup de concepteurs puis de promoteurs qui vont vouloir faire le minimum. Donc, il faut augmenter aussi en parallèle ce minimum-là. Et nous, c'est ce qu'on a constaté dans l'étude qu'on a faite, c'est qu'à une certaine période, le Québec était quand même relativement bien placé par rapport au minimum, mais depuis une vingtaine d'années, les autres pays ont évolué beaucoup plus rapidement que nous. On est resté à notre minimum ici. Donc, c'est un gros défi, là. Et je pense que les consommateurs doivent le demander également. C'est ça qui va mettre de la pression pour qu'il y ait un intérêt. Katharina will answer your question too. So. Thank you. I agree it's a very complicated procedure, but I think we need two things. First of all, as we said about inspired leaders, I truly believe the high-level decision makers should be the ones to be educated. Because this is, to be honest, this is my dream in the European Commission, Union, to see the leaders, the decision makers, to be forced to have a course to understand the issues and to understand that when we say accessibility is about sustainable development, is not only enabling disabled people and say words hidden or wrapped up in a nice paper. We have to really understand what it means. And this is why I believe in legislation, and especially in projects that are funded with public money. Because when there is a procedure of requiring minimum and accessibility, and checking the accessibility is the only way to be sure you're going to have accessibility. We're going to make a more accessible and sustainable environment. And then the private sector will follow, because the leaders, the decision makers, and the public sector is leading the way. So it's both. I think it's very important to educate the decision makers and to have law that enforces accessibility. Thank you, Katharina. Other question? Could I say something on the? Oh, sorry. The answer? Just a little. I just want to say that I think it's a very good point, very good question, and I hope I've tried to show that when you're talking about design of services, and how that affects people's experience in the tourism sector, I think maybe it's easier, for a tourism enterprise, a business owner, to understand that the way they design their services is going to have a very direct effect on their customer. There seems to be a gap between the services over here and the building over there. And when somebody's doing something to the building, they think, oh, we have to follow the rules, we have to follow the law. But when it's to do with the services, I think they can see a more immediate feedback. There's a shorter feedback loop there in the kind of return on investment that you can do. So if you've got a nice, like the Irish have done, I think that's a good example of what you can do, because you can go straight to the owner and say, try this toolkit. So they're not giving people the standard and say, here's the standard and go away and do what it says. But you give people tools so that they know what to do and how to do and why to do it, because it's very important that the toolkit really explains why you're doing something, to make your visual statements more easy to understand, you use a certain font size because of this. So when it's explained in a toolkit as a training or learning exercise, I think that gets the message across much easier, and people are less resistant to that kind of message than they are to being told what to do. Bonjour à tous, donc merci pour vos présentations. Donc Jean-Philippe Chouika, moi j'ai fondé une société Cap Access en France qui accompagne donc les établissements publics et privés dans la mise en accessibilité.
Alors c'était juste pour, alors ça complète un petit peu ce que vous avez dit. Merci pour votre étude. J'ai très très hâte de la lire sur le site de Keroul parce que ça va être extraordinaire. Et puis donc on a une loi. Je crois qu'il faut qu'on en parle de cette loi française. Elle a été abordée dans votre étude. Elle est très très ambitieuse. Cette loi française, c'est les dirigeants qui décident que tout le monde doit être accessible. Tout le monde. Établissement neuf et établissement existant. Avec un cadre normatif, avec des lois. Elle est très très belle cette loi, elle est très ambitieuse, mais c'est une usine à gaz. Il y a des ordonnances, il y a des arrêtés, il y a des dérogations, il y a des atténuations. Alors, qu'est-ce que ça va donner dans 3 à 9 ans? J'espère qu'on sera peut-être le pays européen le plus accessible. On a un très mauvais caractère les Français, donc du coup on a une très belle loi. Voilà. En fait, c'était juste pour compléter, plus qu'une question, voilà, sur cette loi française qui est extraordinaire. Juste une chose. Donc, pour compléter, il y a une loi, il y a du bâti, il y a des bâtiments, mais je crois que la suite aussi, il y a une deuxième chose dont j'entends pas trop parler, c'est le label Tourisme et Handicap qui est représenté par sa présidente Annette Masson qui est présente sur le salon et ça va être la suite, puisque le label, en fait, va apporter plus d'accessibilité au niveau des services, du comportement. Et donc, je crois que les lois sont importantes pour la base, le bâti, mais qu'après, la volonté, les labels iront plus loin sur les services et sur le comportement. Ce sera l'avenir. Voilà.